Alors, comment rédiger un bon CV? D'abord, il faut savoir que le CV, c'est un document qui est très important parce que c'est à partir de ce document-là que le recruteur va décider de vous enfin, de vous convoquer, de vous appeler, de vous retenir pour avoir un entretien plus poussé avec vous. Ou bien c'est à partir de ce document qu'il va trouver que vous n'avez pas les compétences ou que vous avez fait des erreurs qui sont relativement sérieuses et il trouve que ce n'est pas nécessaire de vous rappeler parce que au vu de votre CV déjà, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon et il pense, il juge, il estime que vous ne pouvez pas faire l'affaire, vous ne pouvez pas occuper le poste qu'il recherche. Alors, nous devons réellement mettre vraiment beaucoup de sérieux dans la rédaction de notre CV. Alors, habituellement, les recruteurs ont ce qu'ils appellent le screening. Le screening, c'est quoi? C'est des différents points qu'ils ont comme une fiche. Ils vont lire votre CV et ils vont voir sur leur fiche de screening, est-ce que ce point existe? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a trop de fautes d'orthographe? Ah oui, s'il y en a, ça fait quelques points en moins. Alors, est-ce que il a sa photo? Est-ce qu'il a mis son adresse email? Est-ce qu'il a mis son numéro de téléphone? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, souvent, quelquefois, celui qui va faire l'entretien avec vous, ce n'est pas la même personne qui va sélectionner les dossiers. On peut prendre une personne qui va se charger de sélectionner les dossiers et une autre équipe maintenant va se charger de faire l'entretien avec vous si toutefois vous êtes retenu. Alors pour susciter l'intérêt du recruteur et d'accrocher une entrevue, un entretien, et le CV doit être vraiment, et ça, je ne vais pas cesser de le répéter, il faut que le CV soit vraiment attrayant et surtout qu'il ne comporte pas certaines erreurs graves qui va amener le recruteur directement à classer votre dossier. Alors, il faut le présenter vraiment de façon bien lisible, de manière claire. euh, Il doit faire ressortir vos compétences de manière claire, concise et stratégique, et tout ça dans une bonne présentation, une bonne mise en page, et voilà, c'est ça qui va attirer l'attention de votre recruteur. Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut essayer d'être clair et concis. Concis, c'est court. Voilà, habituellement, celui qui va lire votre CV, votre curriculum vitae, et dans certains cas, il ne passe pas plus de 30 secondes là-dessus. Il prend, puisqu'il y a des moments, surtout quand c'est dans les mines, on lance un recrutement d'un HSE, d'un chargé HSE par exemple. On a besoin de deux personnes, mais il se retrouve avec 20 dossiers. Donc, il peut pas passer tout le temps à lire tous les 20 dossiers au complet. Donc, il prend le premier dossier, il survole, il regarde les grands points et il peut décider que bon, je vais bien approfondir ma lecture sur ce dossier-là. Il prend un autre, il trouve que non, ce n'est pas bien présenté vraiment, il déclasse et ainsi de suite. Finalement, ça va lui rester peut-être 10 dossiers qu'il va prendre son temps pour bien lire et il va conserver et il va retenir 7 ou bien 6 dossiers pour l'entretien d'embauche. Donc, il faudrait que dès que le recruteur jette un coup d'œil sur votre CV, qu'il y ait certains points déjà qui frappent son regard et qui le tique pour qu'il dise que ah, ça, ce dossier semble être bon. Alors, il faut qu'il soit clair et surtout bien structuré. On va voir quelques exemples.
Alors là aussi, il faut relire plusieurs fois votre CV. Et il y a des CV qui comportent beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes de grammaire. Donc souvent, c'est préférable de dire à quelqu'un, ah, prends mon CV, tu vas lire et voir s'il y a des corrections à faire. Et là, il peut aider à corriger les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, ainsi de suite. Alors, autre point, c'est la longueur de votre CV. Sauf pour des cas exceptionnels où c'est des postes qui sont très importants, des postes qui sont très importants, si on a besoin d'un poste de directeur d'une mine, par exemple, ou bien d'un projet, lui, là, le CV peut aller au-delà de 5 pages. Mais dans le cas contraire, il ne faut pas aller, il faut pas faire un CV très long de 6 pages, 7 pages. Rappelez-vous que le recruteur va survoler votre CV en quelques 30 secondes et il va voir s'il y a quelque chose qui le tique là-dedans. Si oui, il va poser votre dossier à côté pour bien lire ça maintenant en profondeur. Donc, il faut mettre surtout les points les plus importants en exergue, ça veut dire sur la première page. Ensuite, il faut adapter votre CV au poste convoité. Alors, si on dit qu'on a besoin d'un chargé santé-sécurité pour travailler dans une entreprise, alors, donc, il faut concentrer vos efforts sur le HSE, sur la santé-sécurité en entreprise. Parce que moi, je reçois des CV où tu vas voir, certains que nous-mêmes on a formés, ils sont des HSE, mais il va commencer par dire que non, il a fait de la géologie et qu'il a eu un master en géologie. Il va passer beaucoup de temps à commenter ça. Et après, même les HSE là, il va le mettre tout petit quelque part. Ça, ce n'est pas bon parce que le recruteur ne veut pas, il n'a pas dit qu'il veut un géologue. Il dit qu'il veut un HSE. C'est comme si chez vous, à la maison, il y a une fuite d'eau, vous voulez un plombier et quelqu'un vient, il commence à raconter que lui, il sait faire l'électricité et que lui, il a déjà fait l'électrification des immeubles et tout ça. C'est bon, mais ça ne vous intéresse pas. Vous avez besoin d'un plombier. Alors, le recruteur dit qu'il a besoin d'un HSE pour gérer la santé-sécurité dans son entreprise. Donc, si vous partez mettre vos qualités de géologue, vous partez mettre que vous savez faire l'énergie solaire, vous connaissez, je sais pas moi, vous savez conduire un camion dampeur. Bien sûr, si c'est en mine, il n'y a pas de problème. Mais en entreprise, il y a des éléments qui sont superflus et qui ne servent rien, qui ne servent à rien, qui ne vont pas vous amener loin. Il faut surtout vous concentrer sur ce que le recruteur a demandé. Il a demandé qu'il veut un chargé HSE. En ce moment, vous mettez en grand titre, par exemple, vous mettez superviseur et qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Ou bien vous mettez agent hygiène, santé, sécurité et environnement. Par exemple, en gros titre. Et là-bas, maintenant, vous allez détailler. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez suivi la formation, vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez la gestion des produits chimiques. Ça, on a vu ça de Symbut. Ceux qui ont fait les superviseurs, ils connaissent l'espace clos, le travail en espace clos. Ils connaissent le travail en hauteur. Ils connaissent, ils connaissent quoi? Ils savent faire l'analyse des risques. Ils savent faire l'inspection des lieux du travail. Donc, si vous regardez, et surtout, il faut vous référer au programme de la formation, le programme de la formation que on vous envoie, et vous regardez tous ces points, vous avez beaucoup de points à mettre, parce que c'est ça qui va tiquer le recruteur. Il va dire, ah, celui-là, c'est un agent santé, sécurité, environnement. Oui, il sait faire tout ça. Oui, il sait tenir la minute de sécurité. Bien sûr que dans ce groupe-là, on a des agents HSE, mais qui n'ont pas encore vu, on n'est pas très avancé, donc certainement que ils ne vont pas se retrouver pour le moment.
Mais pour ceux qui sont dans la formation superviseur, vous avez beaucoup, si vous regardez le programme, vous avez fait analyse des risques, vous avez fait le SIMDUT, vous savez faire le travail en espace clos, vous savez faire le transport des matières dangereuses, vous connaissez les risques électriques, vous connaissez l'hygiène en entreprise, vous savez faire l'inspection des lieux du travail, et il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ça qu'il faut citer d'abord. Et plus tard, maintenant, plus loin, vous pourrez aller donner vos formations académiques. Si vous avez une licence, un doctorat ou le CEP, là, vous partez le mettre beaucoup plus loin parce que ça n'intéresse pas souvent le recruteur. Ça ne l'intéresse pas souvent. Bien sûr que si vous dites que vous avez un doctorat ou bien une licence, il va se dire, bon, celui-là, là, il a fait des études supérieures. Ça, c'est un avantage. Mais habituellement, il regarde ce que vous savez faire. Sur place, il vous recrute. Qu'est-ce que vous allez venir faire? Vous allez venir faire du HSE. Donc, c'est ça qu'il faut citer. Alors, donc, il faut mettre ça à l'avant, mettez de l'avant les expériences du travail et tout ce que vous avez pu faire dans le domaine de la santé et sécurité. Et là, il faut faire aussi ressortir vos accomplissements. Qu'est-ce que vous avez pu faire en matière de santé et sécurité? Ah, vous avez déjà fait une analyse des risques pour quelque chose. Ensuite, vous avez déjà fait une inspection du travail. Pour ceux qui n'ont pas eu un stage ou quelque chose, certainement qu'ils ils n'ont pas d'accomplissement d'abord, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'expérience de travail d'abord. Mais vous pouvez déjà regarder en matière de santé et sécurité quelque chose que vous avez eu à faire et vous le notez. Vous avez pratiqué, par exemple, vous avez inspecté des extincteurs, vous avez, même si c'est à votre domicile ou bien si c'est dans un petit service, voilà, donc vous les faites ressortir. Et il faut voir si c'est possible de quantifier vos réalisations. Voilà, ça c'est par exemple pour ceux qui ont eu à faire des stages ou qui ont déjà eu un contrat HSE, il faut quantifier, mettre le nombre, par exemple, combien de personnes vous avez eu à superviser et vous avez travaillé dans un endroit, il y avait combien de personnes qui étaient sous votre responsabilité. Alors, le nombre d'inspections conjointes que vous avez eu à effectuer pendant 3 mois, par exemple, c'est plus de 90. Voilà, donc c'est des éléments qu'il faut faire ressortir juste pour pouvoir démontrer au recruteur que s'il vous prend, il n'aurait pas fait une erreur. Il ne fera pas une erreur en vous retenant dans l'entreprise parce que vous connaissez. Peut-être que vous ne maîtrisez pas d'abord, mais le problème est qu'ils vous prennent. Et là, maintenant, sur place, vous allez pouvoir aguerrir, vous allez pouvoir affûter vos connaissances. Et il faut être aussi humble. Si vous exagérez souvent dans votre CV, euh, il se peut que ça embrouille le recruteur et il va vous prendre. Mais une fois que vous serez sur le terrain, ben, vous risquez de ne pas être à la hauteur de la tâche. Supposons si on veut construire un échangeur et qu'on a besoin d'un chef HSE et pour la construction d'un échangeur dans une ville. Ah, là, les risques sont très importants. Vous avez écrit, c'est très beau, il vous a pris. Alors, il vous dit, bon, écoutez, maintenant, bon, c'est vous le patron. Vous partez trouver beaucoup de HSE, c'est à vous de diriger comment est-ce qu'il faut sécuriser les choses. Souvent, vous pouvez manquer de connaissances ou de compétences dans ce domaine-là. Donc, il faudrait essayer de rester un peu humble. De rester humble, ne pas trop exagérer, de peur que on vous recrute et que vous ne soyez pas à mesure d'effectuer les tâches que le poste exige. Alors, donc, aussi, d'autres astuces, c'est l'utilisation des mots simples et des verbes actifs. Faut pas chercher à faire de longues phrases, hein, et il faut utiliser des verbes d'action. Les verbes d'action, c'est diriger, développer, augmenter, gérer, c'est faire, c'est renforcer, ainsi de suite. Et là, il faut faire des phrases courtes.
Voilà, mon objectif est de renforcer la culture de la santé-sécurité au sein de cette entreprise. Et j'ai eu à gérer les risques sur un chantier de construction de routes. J'ai eu à faire des analyses de risques importants et à faire, à mettre en place un système de protection des travailleurs dans le cadre de la construction d'un bâtiment R+1, par exemple. Donc, vous utilisez des verbes euh, d'action et il faut faire souvent des phrases courtes. Faut pas aller, parce que si vous utilisez des phrases longues, même ceux qui ont fini avec le français, quand la phrase est très longue, à un certain moment, il se perd. Et là, ça peut donner souvent, euh, ça peut prêter attention à plusieurs interprétations. Donc, des phrases courtes sont plus conseillées. Alors, si vous avez été bénévole quelque part, oui, là aussi, il faut le faire sortir parce que tout ça, c'est pour démontrer à l'employeur que c'est parce que vous aimez la santé-sécurité. Parce que vous n'allez pas lui démontrer que, bon, santé-sécurité, je n'aime pas trop, mais bon, comme il n'y a pas de travail, ah ben, je vais venir travailler là-bas. Oui, ça ne va pas, il va se dire que vous n'êtes pas motivé. Mais si vous avez fait du bénévolat quelque part, ben, il faut le faire ressortir. En ce moment, ça va démontrer, pardon, ça va démontrer aux recruteurs que c'est parce que vous aimez la santé et sécurité que vous avez accepté d'aller travailler bénévolement. Vous avez travaillé bénévolement, on ne vous a pas payé par mois, mais le fait de protéger les travailleurs d'une entreprise, c'est déjà une satisfaction réelle pour vous-même. Donc, en le faisant ressortir, ça vous donne encore plus de points. Alors, maintenant, dans tout ce que vous allez mettre, il faut vous assurer que les coordonnées que vous mettez sont justes. Si dans votre adresse email, par exemple, vous faites une erreur, ah, ça, le jour qu'on veut vous contacter, c'est pas possible. Ou bien si vous faites une erreur dans le numéro de téléphone, voilà, à la place de 6 vous mettez un 9, mais l'employé n'a pas autre alternative. Il va pas se décarcasser pour chercher à vous appeler. Voilà, parce qu'il va se dire que, mais des choses élémentaires comme ça, s'il n'arrive pas à le faire, s'il vient ici, est-ce que les choses compliquées, il va arriver à les faire? Voilà. Alors, maintenant, il y a des éléments qu'il faut éviter de mettre dans le CV. C'est les adresses courriels farfelues. Les adresses courriels farfelues, par exemple, euh, si vous vous appelez Kwasi Théodore, voilà, il faut le faire simplement Kwasi Théodore 2025 @gmail.com, par exemple. Ça, c'est vraiment très simple. Mais si vous dites Kwasi le grand ou Kwasi le gourou, arrobase, voilà, donc c'est des éléments qui que bien sûr que ça n'a rien à voir avec vos compétences, mais certains employés vont se dire, bon, écoutez, celui-là, c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser d'abord. Il n'est pas encore prêt pour travailler parce que son adresse email parle, enfin, n'est pas responsable et tout ça. Voilà. Donc, il faut prendre des adresses email simples et que vous allez mettre. Alors, il faut éviter aussi les renseignements personnels superflus. Voilà, dit par exemple que bon, c'est nous qui avons chassé tel chef d'État ici, ou bien c'est nous qui avons voté pour que telle personne vienne au pouvoir. Et voilà, vos croyances religieuses disent que vous avez terminé le Coran, vous partez à l'église et que vous êtes un frère. Et tout ça, ça ne peut pas vous donner des points. Ça peut pas vous donner des points. Ça, c'est vos informations personnelles. Et bien au contraire, celui qui lit, s'il est dans la même religion que vous, ou bien même du même bord politique que vous, peut-être que vous aurez la chance que ça passe. Mais si vous êtes opposé, ça serait une bonne occasion pour lui de déclasser déjà votre dossier. Alors, il y a la photo aussi que vous allez mettre. La photo n'est pas obligatoire sur le CV. Vous n'êtes pas obligé de mettre la photo, mais
Lorsque vous la mettez, c'est aussi un bon point. C'est un bon point. Et il pourra vous voir. Et moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de prendre leurs photos avec leur tenue, leurs EPI. Ça veut dire on porte un casque et on porte le gilet, par exemple. Une façon de dire, ben, écoutez, je suis toujours prêt à travailler. Même si vous dites de venir à 1 heure du matin, je suis prêt. Mais on va voir des gens qui portent des vestes et surtout avec les doigts, ils font des signes qui ne sont pas, euh, qui ne leur donnent pas des points vraiment. Donc, il faut éviter ça. Et voilà, il faut prendre des photos simples, simples, pas trop sourire, pas trop serrer la mine. Et voilà. Habituellement, quand le recruteur veut une personne, votre aspect physique là, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important pour lui. Et vous êtes un beau garçon, ou bien vous êtes une belle femme, vous êtes voilà, tout ça c'est pas important pour lui. Lui, il a besoin d'une personne qui va faire le travail qu'il veut. Voilà, il a besoin d'une personne qui va faire exactement le travail qu'il veut. Ça veut dire protéger les travailleurs ou bien venir et renforcer l'équipe dans le cadre de ses activités en santé sécurité. Voilà, donc je conseille particulièrement de mettre des photos ordinaires, si possible en tenue, avec casque et gilet, et il faut éviter les grimaces et les sourires larges. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, c'est les longues listes interminables. Voilà, c'est tout de suite, j'étais en train d'expliquer, de prendre quelques exemples où vous dites que vous êtes agent santé sécurité ou bien vous êtes superviseur santé sécurité et vous commencez à citer, je fais la minute de sécurité, je fais l'inspection des lieux du travail, je fais la gestion des produits chimiques, je protège les travailleurs dans le cadre lors des travaux en espace clos. Je protège les travailleurs lors des travaux en hauteur. Je fais, je donne des formations dans le domaine. Voilà. Donc, si vous commencez à citer, c'est mieux de ne pas dépasser 10 ou 15. 10 ou 15 maximum, c'est largement suffisant. Parce que plus vous commencez à citer, plus ça devient léger. Ça devient léger et vous allez faire des répétitions en réalité. Vous allez dire, par exemple, que je fais des inspections et des lieux du travail. Après, vous allez venir dire encore que je fais des inspections conjointes. Après, vous allez dire que je fais des inspections conjointes planifiées. Donc, c'est des répétitions souvent qui vont finir par lasser le lecteur. Alors, donc, il faut éviter aussi les pronoms personnels, je, moi et mon. Voilà, si vous dites moi, je suis quelqu'un de rigoureux. Voilà, il faut éviter de le dire. Il faut dire plutôt que j'essaie de mettre de la rigueur dans ce que je fais, ou bien, voilà, il faut éviter les pronoms personnels et il faut rédiger votre CV de manière impersonnelle en utilisant autant que possible les verbes à l'infinitif. Donc, c'est par exemple mettre en place, être rigoureux dans les activités de, de santé sécurité, donner des formations de qualité aux employés au regard des risques présents sur le milieu du travail, par exemple, et ainsi de suite. Et si possible, il faut commencer chaque plus par un verbe actif. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut éviter. Voilà, juste des tâches. Euh, le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent. Voilà, si vous dites que je suis agent HSE, c'est déjà ce qu'un agent HSE fait. Donc, il faut faire ressortir surtout ce qui est un point, ce qui est important. Si vous dites que j'arrive le matin à 5 heures et je demande aux gens de porter leurs équipements de protection. Après ça, je fais la minute de sécurité, tout ça. Ça, c'est des éléments qui sont trop superflus.
Donc, il faut essayer d'épargner le lecteur par des petits détails qui ne servent pas. Alors, donc, les informations vagues aussi. Voilà, des informations vagues. Si vous dites, par exemple, que j'ai été responsable de l'amélioration euh, de la santé-sécurité dans une entreprise, par exemple. Oui, c'est bon, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez été responsable de l'équipe santé-sécurité et à ce titre, vous avez mis en place un système de management efficace pour la protection des travailleurs. Oui, ça c'est bon. Mais si vous dites que j'ai été responsable de l'amélioration, bon, peut-être que vous n'étiez pas grand quelqu'un là-bas. Et seulement, on vous a dit, écoutez, il faut s'occuper de l'amélioration de la santé-sécurité. Donc, il faut être vraiment beaucoup plus prompt. Alors, les motifs de départ, il faut éviter, il faut même pas les mettre, il faut pas les mettre. Il faut pas dire que, voilà, j'étais dans telle entreprise, j'ai dû quitter parce que le directeur était très nerveux, il insultait les gens, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis parti. Non, ça, inutile ça ne sert pas, ça ne vous apporte rien. Ça n'ajoute aucune valeur à votre candidature. Et voilà. Ou bien vous allez dire, ben, je travaillais l'autre côté, mais les salaires venaient tellement en retard que je ne pouvais plus supporter. Donc, euh, j'ai dû démissionner, par exemple. Là, c'est pas très intéressant. Alors, les références, souvent, on vous exige de mettre des références. On peut demander de mettre le nom de deux personnes ou bien trois personnes de référence. Là, vous êtes obligé de les mettre. Mais lorsqu'on ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom des personnes de référence. Et si vous mettez le nom des personnes de référence, en ce moment, il faut que ce soit des personnes que vous êtes sûr qu'ils vont vous protéger. Ils vont vous protéger dans le cas où on va les appeler. Par exemple, vous avez fait votre CV, vous dites, par exemple, que, bon, personne de référence, vous dites Nikema Joseph, directeur du bureau d'études ISK Consul, Burkina Faso. OK? Mais vous ne m'avez rien dit. À un certain moment, on m'appelle, on me dit que, bon, voici, monsieur Nyankoy qui a mis votre nom, qui vous a pris comme référence. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dernier? Mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Je ne me rappelle pas de tel Nyankoy. Et je vais me perdre. Donc, il faut vous assurer que les noms ou celui que vous avez choisi comme personne de référence, vous lui avez déjà expliqué et si possible le poste pour lequel vous avez postulé, vous lui expliquez et de sorte aussi que si on l'appelle, qu'il puisse dire, ah oui, celui-là, oui, je travaille avec lui, mais c'est quelqu'un, c'est un bossard, il travaille vraiment très dur, il est très sérieux, il est ponctuel et il obéit aux ordres voilà. Donc, il parle bien de vous. Alors, si vous partez prendre quelqu'un aussi qui ne vous aime pas, ben, écoutez, imaginez un peu ce qu'il va dire lorsque on va l'appeler. Alors, les loisirs et les passe-temps, là aussi, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que si vous dites, par exemple, que vos passe-temps favoris, c'est naviguer sur Internet, c'est faire du WhatsApp, et c'est danser dans les boîtes de nuit. Oui, mais ça ne vous apporte rien. Au contraire, l'employeur va dire, mais écoutez, voilà quelqu'un, je vais le recruter, il va laisser le travail, passer tout son temps à faire du WhatsApp. Ah non, je n'ai pas besoin de lui, par exemple. Donc, si vous allez mettre vos loisirs, il faut mettre les loisirs que tout le monde, enfin, que tout le monde aime. Par exemple, le football. Oui, en ce moment, l'employeur sait que, ou le recruteur sait que vous n'allez pas laisser le travail pour aller jouer au football. Voilà. Donc, vous mettez les trucs simples et le sport, ainsi de suite. Mais, dans certains cas, dans certains postes, par exemple, ça peut donner des points positifs. Ça peut donner des points positifs. Et si vos loisirs, si vous dites, par exemple, que j'aime faire des rencontres
avec de nouvelles personnes, et alors qu'on vous a recruté dans un poste de marketing, ben, l'employeur va trouver que mais ça, c'est très bon. Voilà, il va profiter toujours pour parler de nous lorsqu'il va rencontrer des gens. Donc, ça peut être positif. Mais habituellement, il faut éviter vraiment si vous n'êtes pas sûr, il faut laisser se prendre. Alors, la gestion de le dernier point, c'est la gestion de ces émotions. Et toujours, il faut vous rappeler que le recruteur ne va pas vous prendre pour une question de et comment je vais dire ça, pour la pitié. C'est pas parce que vous faites pitié ou bien vous êtes dans des problèmes qu'il va décider de vous prendre pour dire que bon, vous allez, comme vous souffrez, donc il va vous prendre, il va vous donner une chance de réussir. Il va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Il a besoin de celui qui a les aptitudes, celui qui a les connaissances, celui qui est apte à occuper le poste qu'il recherche. Si il y a certains qui mettent dans leur CV, euh, voilà, je suis le responsable depuis la mort de mon père et de ma mère. Je suis responsable d'une grande famille. Voilà, mon père vient de mourir dans le mois de décembre et ma mère a suivi dans le mois de février. Et voilà, donc tout ça, là, pensant que ça va attirer la sympathie du recruteur. Au contraire, il va dire que mais vous êtes un sac à problème. Il n'ose pas venir vers vous. Voilà, surtout qu'on est dans un monde relativement cruel. Et il faut éviter certaines choses, il faut bien gérer vos émotions et il ne faut pas penser que le fait de faire pitié va vous donner un peu plus de chance. Non, ça ne va pas vous donner plus de chance. Alors donc, c'était la première partie de nos échanges. Comment rédiger un bon CV. Alors, donc, je vais ouvrir le micro pour que ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont des expériences aussi puissent partager ça avec nous. Et voilà. Donc, merci. Celui qui a une expérience à partager avec nous, celui qui pense qu'il a un conseil qu'il peut donner, ben, ça sera très intéressant. Voilà. Donc, je voulais un point. Partout, dans tous les pays ou dans toutes les villes, il y a certaines personnes qui se sont spécialisées un peu dans la rédaction des CV. Se sont spécialisés un peu, bien sûr qu'ils ne sont pas des experts, mais quand ils rédigent les CV, au moins il y a certaines erreurs et il y a enfin, il y a certains points qu'ils évitent, ce qui peut vous condamner, ils évitent de le mettre. Donc, il faut voir au sein de votre ville s'il y a des personnes qui peuvent vous aider à rédiger le CV. Parce que le CV doit être, comment je vais dire, il doit être dynamique. Il doit être dynamique, il n'est pas statique. Ça veut dire que on ne rédige pas le CV, dire que, ah, j'ai mon CV posé, maintenant c'est fini. Non. Si vous avez rédigé votre CV pour ce poste, s'il y a un autre poste encore, il faut le modifier en fonction des exigences du poste que le recruteur exige. Oui, monsieur Koné Albert. Oui, mes respects. Bonsoir, monsieur le formateur. Mes respects. Bonsoir. Merci pour cette présentation dynamique et très explicite. Comme vous avez demandé s'il y avait des gens qui pourraient avoir des apports, Voilà, à voire partager avec partager. nous. Voilà. Donc, je voudrais quand même partager une petite expérience aussi avec les uns et les autres. C'était pour dire que pour ce qui concerne la rédaction d'abord du curriculum vitae, euh, selon moi, il faut se mettre dans la peau même du recruteur, en fait. Et, et si par exemple, vous postulez dans un milieu où c'est un peu classique, il faut que le CV aussi soit adapté un peu à ça. Voilà. Et aussi, il faut éviter les couleurs, trop de couleurs dans le CV. Voilà, des gens qui mettent du rouge, du bleu, du vert, tout ça, du jaune, tout ça dans le CV, c'est pas bon. Ou bien choisir des caractères ou bien des polices inadaptées, et c'est également pas du tout bon. Et voilà, et parler aussi de son appartenance à un parti politique sont des questions à éviter. Et sur le CV, même le syndicalisme, ce sont des questions.
de vérifier avec ces personnes, effectivement, au cas où on les appelait, et de se rassurer que ces personnes diront du bien de vous. Maintenant, le problème, quand on précise le nom, en fait, sur le CV, il faut qu'on donne le nom, prénom de la personne, ce que la personne fait et le lien avec vous. C'est très important et son contact, afin qu'on puisse le contacter en cas de besoin. Également, dans la rédaction, toujours, il faut savoir que ça comporte plusieurs parties. L'état civil, l'expérience professionnelle pour ceux qui en ont, mais ceux qui n'en ont pas et de l'état civil ils vont aller directement aux formations. Après les formations, ce sont voilà les études et les formations, voilà et les compétences, comme vous l'avez si bien dit, voilà et les personnes de référence, voilà les parties qui doivent comporter en fait le curriculum vitae selon moi. Et maintenant dans la rédaction, quand on donne par exemple un poste de telle date à telle date, j'ai travaillé dans tel poste, il faut que l'on fasse ressortir les missions et les réalisations les missions et les réalisations. Et j'ai vu que vous avez même précisé qu'il ne faudrait pas que l'on s'y dépasse une dizaine. Effectivement, pour ne pas faire un CV trop long. Pour ne pas faire un CV trop long. Voilà. Donc, voilà un peu quelques petits éléments que je voudrais ajouter. Et vous avez aussi abordé une question très, très capitale, le bénévolat ou bien le volontariat. Voilà, lorsque nous avons eu la chance de faire ce genre de choses, faut préciser même dans les mouvements associatifs, si l'entreprise est vraiment dans le domaine écologique, si vous avez adhéré dans des associations qui œuvrent dans ce domaine, il faut en parler. Voilà. Bon, voilà. Merci bien, monsieur le formateur. Voilà. Merci C'est un peu beaucoup. compris. Merci, monsieur Albert Koné. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention qui est vraiment très riche. Oui. Donc, Merci. on doit être vraiment très prudent lorsqu'on rédige pour ne pas faire certaines erreurs. Effectivement, il y a un point que Mhm. je n'avais pas abordé et que vous avez soulevé. Voilà, si vous dites que, bon, Mhm. écoutez, de telle période à telle période, j'ai travaillé dans telle entreprise. J'ai travaillé, par exemple, à la société euh, gabonaise du sucre. Oui, mais là-bas, vous avez fait quoi? Vous avez travaillé en tant que gardien ou bien vous avez travaillé en tant que quoi? Voilà, donc il faut dire, donner les tâches que vous avez eu à faire là-bas et qui est des tâches qui sont en relation avec la santé-sécurité. Donc ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup, monsieur Albert Kon. Ceux qui ont Je des vous en prie. apports, voilà, ceux qui ont des apports, qui veulent partager et des expériences avec nous, voilà, vous êtes la bienvenue. Oui, Samsung SM, pardon, est-ce que vous pouvez donner le nom? Le nom, c'est monsieur? C'est Sangaré. Ok, d'accord. Donc, je vais... Sangaré? Sangaré El Haj Mandé. Ok, d'accord, je vais changer et puis mettre le nom. Je vais mettre le nom Sangaré Mandé. Oui, allez-y. Au juste, lorsqu'il y a une vide dans le CV, par exemple, tu as, tu as fait une stage de 2002 à 2003. C'est une stage de qualification de 2002 à 2003 dans une mine à ciel ouvert. Maintenant, au-delà de ça, de 2003, 2004, 2005, tu étais vraiment En chômage. inactif, voilà, en chômage dans ce temps-là. Bah, comment on peut expliquer ça? Ok, merci beaucoup, Monsieur Sangaré. Ça, c'est une question qui revient à chaque fois qu'on donne ce cours. Et il faut vous dire que vraiment, c'est vraiment difficile, c'est vraiment très difficile pour moi de répondre avec certitude, avec exactitude à cette question-là. Maintenant, s'il y a des vides, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas voulu travailler. Non, toute personne peut travailler et à un certain moment, le contrat est fini, on chôme pendant quelque temps et on reprend. Donc, il n'y a rien de mal. Vous mettez les périodes où vous avez travaillé. S'il y a un vide, vous n'en faites pas mention. Et habituellement, l'employeur, le recruteur n'a pas le temps de regarder, de chercher les vides dans dans votre CV. Il n'a pas le temps de regarder ça. Vous mettez que de telle période à telle période, vous avez travaillé à la mine en tant que fourreur. Ensuite, bien sûr qu'il y a une plage vide où vous n'avez pas travaillé, mais après ça, plus tard, vous avez de telle période encore
à telle période, vous avez travaillé. Oui, moi, je pense qu'il faut laisser ça vide et ça ne sera même pas visible. Donc, bon, si vous voyez que je vous disais ça, parce qu'une fois, j'ai été victime dans ça. J'ai postulé une fois dans le campus France. Bon, lors de mon entretien, donc, bon, la dame m'a posé ces questions-là. Donc, cela n'est pas normal. Donc, à défaut de ça, on m'a laissé. Mais Si- il faut savoir vous défendre. Vous dites, voilà, de telle période à telle période, j'étais sous contrat à durée déterminée. C'était un contrat d'un an. Et si- après avoir achevé ce contrat, ben, il y avait un vide, donc j'étais encore dans la recherche d'emploi. Et voilà, donc c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Oui, monsieur Albert, allez-y. Albert, connaît. Monsieur Albert connaît, vous pouvez intervenir. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, l'inquiétude que le frère vient de poser est très, très, très capitale. Parce qu'effectivement, il y a certains recruteurs qui sont, par exemple, ceux qui sont dans le recrutement pour le Canada, la France, tout ça, ce sont des gens, en fait, qui ne veulent pas de quelqu'un qui était assis à la maison. Ils veulent quelqu'un qui est déjà en activité. En fait, c'est une grosse erreur de leur part, entre griffes. Mais ce que l'on peut donner comme réponse, selon moi, selon ma modeste personne, c'est de dire que je suis une personne qui aime me battre dans ma vie. Et je n'aime pas m'asseoir à la maison. C'est vrai que mon contrat a pris fin à telle période, mais voilà ce que je faisais comme activité. Voilà, ça peut contribuer effectivement à pouvoir répondre à un tel problème. Voilà, merci. Ok, merci, monsieur Albert Koné. Donc, monsieur Sangaré, voilà, donc il faut donner ce que vous faisiez réellement. Voilà, vous avez participé à l'éducation de vos enfants. Au lieu de prendre un répétiteur à la maison, vous avez participé à l'encadrement des enfants parce que, voilà, lorsque vous avez commencé à travailler, euh, pendant que vous travaillez, vous n'avez pas le temps et que les enfants, bon, ils n'avaient pas de bonnes notes, de bonnes moyennes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous avez fait. Vous avez peut-être profité de ça pour vous former dans tel domaine. Vous avez profité pour vous former, par exemple, en technique d'écriture ou bien en technique de prise de parole en public ou encore, voilà, vous pouvez toujours trouver quelque chose. Alors, Monsieur José Koulibaly, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, pour moi, c'est une question. Il y a des entreprises qui demandent des expériences. Avant, ils demandent 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Dans ce cas, on doit faire quoi? Ok, ce n'est pas très audible, mais j'ai entendu, j'ai compris l'idée. Alors, dans un recrutement, on demande 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, alors que vous venez juste de terminer. Oui, mais néanmoins, il ne faut pas vous auto-censurer. Il ne faut pas vous dire que, bon, voilà, ça là, ah, on a demandé 3 ans. Moi, je n'ai pas 3 ans, donc vous laissez tomber. Non, néanmoins, faut toujours postuler. C'est ce que je dis toujours aux gens. Postulez toujours. Moi, j'ai eu à lancer des tests de recrutement pour des niveaux plus élevés. Mais finalement, j'ai trouvé des niveaux qui sont plus simples et qui étaient très convaincants. Et là, j'ai trouvé que mais, cette personne-là, même s'il n'a pas l'expérience, il est vraiment flexible, il est modélable. Donc, je vais tenter avec lui. Et généralement aussi, ça donne de bons résultats. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas vous laisser censuré par ça. Bien sûr qu'il y a certains qui refusent de prendre les dossiers parce que vous n'avez pas l'ancienneté nécessaire, mais toujours, il faut toujours déposer. Il faut toujours déposer. Et en matière de santé et sécurité, vous faites toujours beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Et par exemple, depuis qu'on a commencé, peut-être que vous avez déjà été quelque part où vous avez mené quelques petites tâches en matière de santé et sécurité. Donc, il faut mettre tout ça là à l'intérieur. Il faut mettre tout ça à l'intérieur. Donc, tout ça cumulé va faire votre expérience professionnelle. Ok, c'est compris. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, merci.
Alors, autre question, autre question, autre question. Monsieur Koivogi a la main levée, allez-y. Monsieur Koivogi. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, on vous entend bien. Ok, merci pour ces éclaircissements par rapport au CV. Je crois que vous avez dit vraiment l'essentiel, mais ce que moi aussi je vais apporter, c'est pas, je crois qu'on va aborder les mêmes chemins. Avec le CV, franchement, vous avez beaucoup détaillé. Je crois qu'en rédigeant le CV aussi, il faut respecter le caractère des titres aussi. Il faut voir les points stars que vous devez mettre sous vos explications. Ça doit être de même. Si vous mettez point, vous mettez star et encore, vous mettez point virgule. Donc, tout ça là, ça compte beaucoup, je crois. Donc, si vous commencez avec des explications ou bien avec des titres, vous commencez par star, je crois que vous devez terminer avec star, avec les titres. Les explications, si c'est des points, il faut terminer avec ça. Et deuxièmement, si le monsieur qui vient de poser cette question, il y a ce qu'on appelle la curiosité. C'est pas parce qu'une personne a fait à l'expérience plusieurs fois, il faut laisser le poste. On cherche aussi des gens qui sont curieux. Quand on fait un appel d'offres, on cherche des curieux. Ceux qui sont curieux peuvent gagner. Les anciens même qui ont fait déjà travaillé peuvent perdre parce que les anciens se voient connaisseurs. Maintenant, les nouveaux qui sont criés sont actifs et ils cherchent vraiment à postuler. Donc, voilà, des fois, d'autres gagnent même devant les anciens. Donc, il y a la curiosité aussi qui compte dans l'affaire De recrutement. de recrutement. Et aussi, à la fin, on doit, je crois, signer le CV. Le postulat doit signer. Ce que je vois avec beaucoup de personnes et aussi dans mon CV, à la fin, on signe le CV. Donc, c'est ce que j'avais un peu ajouté. Je crois que vous avez dit des atouts et vraiment, je suis très content par rapport à vos explications. Et j'espère qu'à la fin, on aura un modèle de CV et que vous allez nous envoyer, on va s'adapter. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koivogi. Oui, ça, c'est un point que j'ai oublié de dire. Un CV, si vous ne signez pas en bas, il est nul, il est zéro, ce n'est pas un CV. Donc, le CV, toujours, il faut signer. Parce que ce que vous avez dit, ça vous engage. Et souvent même, on met que je certifie sincère les informations ci-dessus que j'ai données. Voilà. Donc, il faut toujours signer, dire pour attestez que c'est vous-même qui avez dit et vous avez posé votre signature. Donc, il faut vous souvenir que un CV sans votre signature est zéro. C'est zéro, c'est nul et ça ne veut absolument rien dire. Bien sûr que les gens laissent passer, mais et si c'est dans des endroits où c'est vraiment très sérieux, si vous ne signez pas, on ne va pas considérer votre CV. Merci beaucoup à Monsieur Koivogi. Et Samsung SM0A 032F. Oui, bonsoir monsieur, c'est Batimo Jean-Marc. Ok, d'accord, je vais changer le nom. Oui, allez-y. Ok. Bon, en fait, j'ai une préoccupation. En fait, c'est une question que je veux vous poser, en fait. Bon, moi, cette année, je suis étudiant. Cette année, j'ai fait le BTS en transport logistique. Bon, j'aime la filière HSE, mais j'ai pas pu étudier ça. Donc, votre formation m'a plu et j'ai voulu adhérer afin de pouvoir acquis d'expérience. Maintenant, pour moi, je n'ai jamais travaillé en entreprise, tout ça. Quand je fais mon CV, je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas en fait. Parce que j'ai remarqué que tout le monde, pratiquement tout le monde a déjà travaillé en entreprise, c'est les tontons, c'est les papas, tout ça. Mais moi, par contre, je suis un peu confus, quoi, parce que je ne sais pas comment je vais faire. C'était ça ma question.
Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Batiomo Jean-Marc. Oui, et pour ça, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous n'allez pas commencer directement par un contrat. Si vous commencez par un contrat en entreprise, vous risquez d'échouer. Donc, vous allez commencer certainement par des demandes de stage. Demandes de stage, ça veut dire au cours de votre stage, si on vous accepte dans une entreprise pour faire un stage, ça suppose que vous avez des anciens qui sont là-bas et qui vous encadrent et qui vont vous montrer comment est-ce que vous devez travailler et qui vont vous montrer, ils vont vous guider sur tous les aspects de la santé-sécurité. Et c'est dans ça maintenant que va commencer à naître vos compétences progressivement. Donc, c'est les stages d'abord. Les stages d'abord. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé le lien là pour que vous participez à la rencontre de ce soir. Parce que après ça, je vais vous aider aussi à rédiger vos CV et vous allez les déposer dans les entreprises. Voilà, des demandes de stage, bien sûr. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, Monsieur Batiomo, et votre tour va venir. N'est pas, on ne commence pas déjà. Tous ceux qui sont anciens là-dedans, bien sûr qu'ils ont commencé aussi tout petits, où ils ne savent même pas trop ce que c'est que la santé et sécurité. Et c'est progressivement qu'ils ont développé des aptitudes, des atouts, et qui font d'eux maintenant, pas des as, mais des personnes qui maîtrisent un peu le domaine. Donc, pour vous va venir Monsieur Batiogo. Alors, une main levée, Monsieur. Ok, pas. Ok, on vous entend pas très bien, mais on a une idée de ce que vous avez dit. Alors, Monsieur Alfousseni Diallo. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir Oui, également à bonsoir. vous. En fait, moi aussi, j'ai une question par rapport au CV. Bon, déjà, d'après vos explications, tout est clair. Maintenant, j'ai une question aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que dans un CV, ça vaut la peine de citer son parcours, tout son parcours scolaire, depuis le CI jusqu'à la fin? Est-ce que ça vaut la peine de citer tout cela? En 2000 tel, j'ai fait ça. En 2000 tel, j'ai fait ça. Je voudrais savoir, parce que je vois ça parfois dans des CV, quoi. Et autrement, une autre question aussi, par exemple, moi, je travaille depuis 2020, ou bien 2017 dans les entreprises. En 2017, je travaillais comme aide électricien. Mais à partir de 2020, je travaille comme camionneur d'Amtrak. J'ai commencé là-bas par un stage. C'est là-bas qu'on m'a formé et jusqu'à présent, je suis là-bas jusqu'à présent. Chaque fois, les cas de safety, de sécurité, surtout dans le domaine de la production, chaque fois, c'est exigé, quoi. Il y a de la rigueur dedans. En 2020 même, on m'a donné un diplôme de reconnaissance dû à un incident que j'avais évité. Je voudrais aussi avoir des conseils, des éclaircissements par rapport à ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur Alfousseni Diallo. Voilà, donc, pour le cursus scolaire, oui, vous pouvez les mettre, mais de grâce, faut pas aller reculer jusqu'à les mettre de CP1 à CP2, voilà où vous l'avez fait, CP2, CP3 à CP4. Voilà, ça, c'est pas vraiment pertinent. Et si vous avez beaucoup d'éléments, pour quelqu'un qui a fait beaucoup de branches, qui a étudié dans beaucoup de domaines, il va commencer peut-être à partir de son plus gros domaine, et, enfin son plus gros diplôme, il va mettre le baccalauréat ou bien il va mettre le CEP, pardon, le BEPC, et voilà, il va mettre de telle année à telle année, il a eu le BEPC, et là maintenant, il va commencer à citer ses certificats. Voilà, maintenant, celui qui a beaucoup de documents,
Même le baccalauréat, il ne va même pas le citer. Il va pas le citer. Il va pas citer le baccalauréat parce que ça va rendre ça très long. Il va dire, bon, voici, j'ai fait la formation. Il va aller directement dans la formation de camionneur ou bien, je sais pas, de superviseur HSE ou bien d'agent HSE et ainsi de suite. Il monte. Donc, tout dépend des éléments que vous avez. Sinon, le cursus scolaire, oui, vous pouvez le mettre, c'est un bon point. Mais généralement, on le met, on le détaille lorsqu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Si vous avez fait juste une formation, ben vous êtes obligé de mettre ces CEP, enfin, ces BPC et autres. Mais si après ça, vous avez eu à faire beaucoup d'autres formations, vous trouvez que bon, les BPC et autres, là, c'est zéro par rapport à, aux autres distinctions, aux autres certificats ou attestations ou autres diplômes que vous avez eu. Donc, c'est vraiment au cas par cas et ça varie d'une personne vraiment à une autre. Monsieur Alfousseni, est-ce que vous m'avez entendu? Ouais, la connexion n'est pas toujours très... Oui, je vous ai entendu. Voilà, Maintenant, donc c'est par rapport. si vous avez fait beaucoup de formations, inutile de retourner encore aller mettre le BPC, le second et ainsi de suite. Non, vous commencez directement par le diplôme le plus élevé, niveau terminal ou bien niveau première, et vous commencez à citer maintenant et commencez à citer les distinctions, les autres certificats et attestations que vous avez eues dans le cadre de vos formations. Alors, monsieur Konaté, monsieur Konaté, vous avez la main levée. Alors, apparemment, monsieur Konaté n'est pas prêt. Monsieur Koivogi veut dire quelque chose? Oui, allez-y, monsieur C'est Konaté. déjà passé. C'est déjà coupé. Monsieur Konaté, il y a Allô? beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. Monsieur Koivogi, vous voulez intervenir ou bien vous avez oublié de baisser la main? Non, je voulais ajouter pour les préoccupations de Monsieur Bakimo. C'est Bakimo, hein? Oui, Bâtiment Jean-Marc. Oui, Bakimo Jean-Marc qui vient de commencer. Et vous avez bien répondu à sa question et je lui demanderai de faire des formations aussi. Il faut avoir beaucoup de certificats pour que votre CV soit riche. Le CV, quand vous avez des certificats, ça peut donner beaucoup d'importance au CV. Comme le monsieur a dit aussi, le formateur a dit aussi, il faut faire des stages. Sinon, vous pouvez rédiger le CV, ça peut même pas faire une page. Mais si vous avez des certificats, c'est comme ce que nous faisons comme ça, nous recevons des certificats et ça va faire que le CV a de valeur. Quand on voit des certificats un peu par-ci, par dans tel domaine, on sait que vous avez une compétence déjà un peu partout et c'est normal. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ces préoccupations. C'est comme ici, les nouveaux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Koivogi. Est-ce qu'il y a d'autres apports? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que quelqu'un a de l'expérience? Oui, madame Aïssatou Diallo. Oui, bonsoir, monsieur Nekema. Oui, bonsoir. Ça va. En fait, je voulais juste poser une petite question. Oui. Par rapport au stage que vous disiez tout à l'heure, est-ce que on est vraiment obligé de faire un stage? Parce que déjà, si on est sous contrat CDI et on veut postuler pour le poste de HSE, est-ce qu'on sera obligé de démissionner au CDI pour aller faire un stage au poste de HSE? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de démissionner. Si vous êtes dans un CDI, vous n'avez pas besoin de démissionner. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous entendre avec l'employeur et Mhm, faire un stage en même temps au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça veut dire, supposons par exemple, si vous êtes au niveau de l'usine, au niveau de l'usine, vous mhm, êtes au niveau des opérations usines, par exemple.
ben, vous pouvez les voir pour dire, bon, écoutez, j'ai fait une formation, mais j'aimerais mener quelques activités de santé-sécurité comme stage. Et là, ça ne va pas perturber, c'est pendant vos temps libres, ou bien on va vous confier, on va dire, bon, voici désormais pour les sensibilisations, les minutes de sécurité. Quand vous êtes en poste, c'est vous qui allez les faire. Et vous allez tourner, vous allez faire aussi les analyses des risques, vous allez faire les inspections et, et vous allez montrer ces rapports-là au HSE même de la mine, ils vont apporter des corrections. C'est souvent vraiment des stages. Mais on ne démissionne pas et on ne démissionne jamais quand on est dans un CDI. Bien sûr qu'on peut démissionner, mais il faut que ce soit avec un motif vraiment très, il faut que le motif soit très valable. Donc, on ne démissionne pas. Et pendant cette formation, le stage n'est pas obligatoire. Le stage n'est pas obligatoire. C'est une option. C'est une option. Et bien sûr que ceux qui sont déjà en activité, moi, je les conseille de faire leur stage dans leur propre entreprise au lieu d'aller dans une autre entreprise pour faire le stage en santé-sécurité. Et vous le faites dans votre entreprise, quelle que soit votre entreprise, même si c'est un bureau d'études, il y a toujours des risques, il y a toujours des personnes qui travaillent là-bas. Vous pouvez faire un stage là-bas. Vous allez vérifier l'hygiène, vous allez vérifier les extincteurs, vous allez voir le sol, vous allez faire des observations de tâches. Les réparateurs qui viennent, vous allez voir comment est-ce qu'ils respectent les consignes de sécurité, ainsi de suite. Donc, partout, on peut faire un stage en HSE. D'accord, c'est clair. D'accord, merci, Madame Merci. Aïssa. J'ai une autre question encore. J'ai une autre petite question. Oui, allez-y. Je voudrais aussi savoir au niveau du CV, au niveau du CV, Oui, je voudrais savoir aussi si, par exemple, la personne a la licence. Elle a fait 3 ans, la licence 1, 2, 3, oui. master 1, master 2. Si on va maintenir tout simplement Si, licence et si on master, ou va, bien si on va lister licence 1, licence 2, 3. Si oui, on va, par exemple, si la personne a la licence et le master, oui, je comprends. la licence et le master, voilà. Est-ce qu'on est obligé de lister licence 1, licence 2, 3 Non, pas et aller obligé. lister encore master 1, master 2, ou bien on fait Non, non, tout non, 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 simplement licence et c'est master? pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Au lieu de mettre L1, L2, L3, non, vous mettez L3 directement, licence 1. Voilà. Mais il faut mettre la plage de la formation. Ça veut dire c'est de janvier 2028 à mars 2021, par exemple. Voilà, licence, ou bien vous avez fait tel institut et vous avez eu une licence en santé-sécurité. Et de telle période après. Maintenant, le master 1 et master 2, là, il faut les séparer. Il faut les séparer parce que le master 1 n'est pas un diplôme en tant que tel. On ne donne habituellement pas des documents. On donne des documents juste pour dire que vous avez validé l'année, mais c'est pas un diplôme, le master 1. Donc, c'est une classe préparatoire pour le master 2. C'est le master 2 qui est reconnu. Et on l'appelle même pas master 2, on l'appelle juste master. Voilà, donc là Ok. aussi, mais il faut détailler master 1 et master 2. Mais pour la licence, il faut regrouper, au lieu de mettre 1, 2, 3, il faut mettre licence. D'accord. Merci beaucoup. Merci, C'est clair. Aïssatou Diallo. Alors, Monsieur Albert Koné à la main levée. Oui, Monsieur Albert. Monsieur Albert Koné. Beaucoup d'expérience et bon, quand même, vous avez beaucoup étudié. Généralement, on conseille de laisser les anciens, là, on parlait un CV trop long, comme vous l'avez si bien dit au départ. Voilà, on liste juste les derniers éléments, voilà, et de donner tous les détails. C'est ça. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. Alfousseni Diallo a la main levée. Vous pouvez poser votre question, Alfousseni. Ah oui. En fait, presque ma sœur a presque touché une partie de ma question là. C'est-à-dire que celui qui a un CDI
est-ce qu'il pouvait démissionner? Déjà là-bas, c'est clair. Mais je vois dans notre euh, dans nos groupes de travail, parfois ils nomment quelqu'un qu'on appelle chef-tirep. Chef-tirep. Parfois, dans nos minutes de meeting, pendant le meeting, ils essayent tout ça, de demander la parole à ce dernier pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse euh, parler des dangers ou bien des risques qu'on a eu à rencontrer, qu'on rencontre le plus souvent, quoi. C'est ça. Oui. On l'appelle là-bas le self-rep, c'est-à-dire ils sont en train de lui former un Safety petit rep, à oui, petit. c'est ça. Ouais. Représentant safety, c'est ça. Oui, oui, oui. C'était juste ça. Ok, d'accord. Donc, Madame Aïssatou, si vous avez entendu, faut pas démissionner. Bien sûr qu'on peut quitter un CDI pour aller à un CDD, tout dépend. Si vous êtes dans une entreprise, une petite entreprise et vous êtes en CDI et on vous dit de venir travailler à la Banque mondiale, en CDD, ben, je pense que souvent, quand on regarde le pour et le contre, ben, il faut ramasser les bagages et partir. Bon, c'est des cas exceptionnels, mais ça peut arriver vraiment qu'on quitte un CDI pour aller à un CDD. Mais dans le cas de Madame Diallo, il est préférable de rester toujours dans votre poste. Et là, maintenant, si on lance des tests de recrutement à l'interne, vous soumissionnez et vous maintenez votre CDI et vous continuez, voilà, comme superviseur QHSE. Bien sûr, si c'est mieux rémunéré que le travail que vous faites actuellement. Alors, autre question, est-ce qu'il y en a? 21 heures passées de 13 minutes. Alors, donc, on va voir un autre point. C'est, alors, pour rendre plus simple, je vais partager carrément tout mon écran. Voilà. Alors, donc, spécial. Alors, modèle de exemple CV, exemple de CV. Ça aussi, je vais le mettre dans le groupe. Ça, c'est un modèle que j'ai vu comme ça. Voilà, nom, prénom, profession. Vous mettez votre qualification. Si vous êtes, voilà, si votre profession c'est agent HSE ou bien superviseur qui est HSE, vous le mettez. L'adresse email, le numéro de téléphone, les formations académiques, voilà, et les compétences clés, voilà. Habituellement aussi, on le met parce que le recruteur regarde ici. Ah, et il a des connaissances en qualité, sécurité, environnement. Il sait faire la gestion des déchets et il sait faire les évaluations environnementales. Ah, parce que quand le recruteur recherche une personne, il recherche un profil, il va dire, bon, euh, nous avons besoin, voilà, telle entreprise recrute. Donc, le profil du candidat, c'est une personne qui maîtrise la sécurité de l'environnement, qui sait faire la gestion des déchets, qui sait faire les évaluations environnementales, les notices d'impact, les études d'impact et les audits, ainsi de suite. Donc, en ce moment, vous allez voir que, ah, si vous mettez ces compétences clés-là ici, et ça va vous donner toujours euh, ça va vous donner une longueur d'avance par rapport à vos concurrents. Et les autres compétences, vous les mettez. Et si vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez les citer ici. Voilà. Donc ça, c'est un exemple vraiment que je vais balancer dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas de modèle, vous pouvez vous inspirer de ce modèle-là et puis commencer à rédiger votre CV. Maintenant aussi, un point que j'ai oublié, souvent les gens rentrent sur Internet et ils voient CV, ils téléchargent et ils essaient de l'adapter. Et à un certain moment, eux-mêmes, ils se perdent parce que c'est tellement confus. L'écrit là, ça coupe pour venir en ligne, ainsi de suite.
Donc ça, c'est pas vraiment très intéressant. Et là, moi, j'allais préférer que vous preniez enfin, euh, vous ouvrez une page Word et vous rédigez ça vraiment simplement au lieu de prendre des modèles qui sont jolis et là où vous aurez des difficultés pour le mettre. Oui, monsieur Albert. Monsieur Albert connaît, vous avez levé la main. J'ai dit, vous avez présenté un modèle de CV Oui, et j'ai vu qu'au niveau du titre, là, c'est mis curriculum vitae. Alors, moi, je pense que c'est une mention qu'on doit éviter sur les CV. oui, curriculum vitae, on n'est pas obligé de l'écrire. On n'est pas obligé de Voilà, où on l'écrire. a dit que voilà, écrit en grand là, et c'est une mention à éviter sur les CV généralement. Voilà, ça, c'est pas Ça vraiment. fait partie Maintenant, il y a des oui, recruteurs qui ne savent pas. Parce que vous avez un ensemble oui, de dossiers que vous mettez. Il y a la lettre de motivation, il y a le CV, il y a beaucoup d'autres documents. Donc, souvent, quand on oui, n'écrit pas, il a l'impression que vous n'avez pas donné de CV. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de effectivement. connaissances avancées. Sinon, Oui, oui, oui. cette mention de curriculum vitae n'est pas vraiment Mhm. nécessaire. Parce que tout le Voilà, monde donc sait. ça veut dire on peut mettre l'état civil. On peut mettre l'état civil directement et on va au nom prénom. Oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, Merci. la mention curriculum vitae n'est vraiment Mhm. pas obligatoire, au même titre que la photo qui n'est pas Non, obligatoire. Et voilà. oui, mais Merci beaucoup, maintenant, Madame Touré. ok, Oui, voilà. allez-y. Pour la photo aussi, vous avez souligné pour la photo, généralement on conseille de mettre une photo de type d'identité, photo d'identité actualisée. Éviter les photos de vacances. Parce qu'on voit certains, par exemple, il est un responsable qui achète, il va se prendre une photo avec le casque de sécurité, c'est pas ce qu'on veut. Une photo d'identité de la personne actualisée est la meilleure. Merci. OK, merci, Albert, Albert Koné. Alors, donc, en dehors de ça, on a les lettres de motivation. Voici ça, c'est des exemples de lettres de motivation. Et là aussi, euh, la mention lettre de motivation, c'est pas obligatoire de l'écrire, sauf que si vous ne l'écrivez pas, celui qui va faire le screening, s'il n'est pas très averti, il va dire, mais dans ce dossier, je n'ai pas vu de lettre de motivation. Si vous n'avez pas écrit curriculum vitae, il va dire, ben, dans ce document, je n'ai pas vu de curriculum vitae. Voilà, alors que ça figure très bien. Voilà, donc ça, c'est un exemple de, de l'aide de motivation. Voilà. Donc, l'objectif de la lettre de motivation, c'est de montrer aux recruteurs que vous êtes motivé pour ce poste. Vous êtes motivé pour ce poste. C'est ce poste-là même que vous cherchez. Vous attendez ce poste-là depuis de longues dates et c'est une occasion qui se présente à vous que vous ne devez pas rater. Voilà, c'est pour lui démontrer que et ça, euh, c'est un poste où vous avez les qualifications. Hein. Monsieur le directeur général, suite à votre annonce pour le recrutement d'un formateur en santé et sécurité pour le compte de OTC, je crois répondre à l'idéal que vous recherchez. Et je postule sans hésitation, tout en espérant que ma candidature retiendra votre attention. Et je suis convaincu de mes potentialités, hein, à dispenser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le recopier, non, mais ça donne une idée un peu de ce que vous pouvez dire pour montrer à au recruteur que vous êtes vraiment motivé pour ce poste et vous ne venez pas, vous ne voulez pas aller là-bas tout simplement parce que vous n'avez pas d'autre lieu où aller. Alors, donc, tout ça, je vais les partager dans le groupe, vous allez pouvoir le voir. Et il est 21 h passé de 20 minutes. On ne va pas tarder. Et ce que je vais faire plutôt, je vais vous envoyer des documents et que vous allez lire. Alors, on va le voir ici. Les activités de base à développer en entreprise. Bien sûr que actuellement, la formation n'est pas terminée, que ce soit superviseur ou agent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas maîtriser tout ça.
Mais j'ai mis, je crois, 50 points qui sont vraiment très importants que euh, vous devez maîtriser, pas maîtriser tous les 50 points, mais connaître vraiment, euh, connaître la majeure partie. Voilà, donc ça, je vais partager ça dans le groupe. Ensuite, il y a un document que j'appelle auto-évaluation où vous allez vous évaluer vous-même. Par exemple, est-ce que vous savez rédiger les politiques en matière de santé et sécurité? Voilà, vous vous notez sur 5. Voilà, est-ce que vous savez tenir les toolbox ou menus de sécurité? Est-ce que vous avez au moins 30 thèmes de santé et sécurité au travail et environnement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre de vous évaluer vous-même pour voir jusqu'à quel point vous maîtrisez ou vous avez les connaissances en matière de santé, sécurité et environnement. Alors, donc, en dehors de ça, paquet minimum. Oui, je crois que voilà le paquet minimum d'activités. Là, ça rejoint un peu le premier que j'avais donné. Ça, c'est des activités vraiment qui vont revenir assez souvent. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, le plan de gestion environnementale et sociale qui va revenir, et le plan particulier de sécurité et de protection. Tout ça, c'est sur des chantiers, c'est sur les chantiers de construction. Donc, tout ça, c'est des documents que il faut avoir ou bien qu'il faut connaître vraiment. Ensuite, l'identification et l'évaluation des risques. Et voilà, donc les activités en matière de santé et sécurité qu'il faut faire, c'est l'induction des nouveaux employés, les tournées d'inspection quotidiennes, hein. C'est les inspections conjointes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là aussi, je vais le partager. Et à tout moment, il faut jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des points qui sont sombres. Vous allez euh, les poser soit dans le groupe ou bien, mais comme on n'a pas encore terminé la formation, euh, je sais qu'en matière d'environnement, oui, la semaine prochaine, on va voir beaucoup de choses en matière d'environnement. Donc, les questions sur l'environnement, il faut patienter d'abord avant de les poser parce qu'on n'a rien vu sur l'environnement pour le moment. Alors, donc, après ça, maintenant, j'avais préparé un cours que j'allais donner, c'est les statistiques. Les statistiques en santé et sécurité. Mais là, on ne va pas voir ça aujourd'hui. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On va se donner rendez-vous. Étant donné que, voilà, donc, je ne l'avais pas dit de façon explicite, mais concernant la formation des superviseurs, et les 2 mois, on va prolonger un peu. Bien sûr qu'après les 2 mois, on ne sera pas trop régulier, mais on va prolonger et reprendre beaucoup de parties, de sorte que vous puissiez vraiment maîtriser tout le contour. Ça, c'est de un. De deux, sur les certificats, parce que les certificats, c'est obligé de mettre les dates là-dessus, donc ça devait être 2 mois. 2 mois, mais maintenant, on va donner des certificats sur 3 mois. Voilà, donc vos certificats que vous allez avoir, ça sera du 1er septembre au 30 novembre, je crois bien. Au 30 novembre. Je crois même que c'est déjà, la secrétaire a déjà euh, euh, confectionné l'ensemble. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Pour ceux qui suivent la formation d'1 mois, bien sûr que là aussi, on va ajouter des jours, euh, de sorte que ça ne soit pas une formation de plus, voilà, où vous dites que, bon, j'ai reçu cette formation, mais vous n'avez pas trop de qualifications, non. Moi, je veux que lorsque quelqu'un vous demande, vous dites que vous êtes superviseur, et que il faut que vous maîtrisez vraiment tous les contours, tout le minimum vraiment en matière de supervision de la santé et sécurité. Voilà, donc c'est ce que j'avais à ajouter. Donc, si je résume, euh, ce soir, on ne va pas voir le calcul des indicateurs. Il y a ça dans le programme, bien sûr, oui, puisque c'est un point important.
Ce soir, on ne va pas voir ça. Ce soir, on va s'arrêter comme ça. On va plus aller trop en vitesse et puis, voilà, on va aller vraiment relax, 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 étant donné que la durée sera trop longue. Maintenant, pour ceux qui étaient prêts, qui voulaient vraiment ce document-là, à la fin du mois d'octobre, ben, il suffit de m'envoyer un message et je vous l'envoie immédiatement. Je vous l'envoie électronique en attendant de vous l'envoyer par la poste. Donc ça, c'est votre droit. Celui qui a besoin de ça à la fin du mois d'octobre, on lui envoie ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de mains levées. Je ne vois pas de micros ouverts. Alors, donc, je vais vous envoyer tous ces documents-là. Vous allez lire, vous allez préparer maintenant vos CV. Il faut les préparer, notamment ceux qui veulent des stages. Il faut commencer à préparer votre CV. Préparer un CV et la lettre de motivation n'est pas importante. Et nous, on va se charger de vous ajouter, d'envoyer un document d'appui, de recommandation et vous envoyer l'ensemble pour que vous puissiez déposer au sein des entreprises qui se trouvent dans votre quartier, qui ne sont pas très loin de chez vous parce que il faut savoir que quand vous êtes stagiaire, ce n'est pas bien rémunéré. C'est juste le carburant qu'on donne. Donc, si vous prenez, vous partez déposer très loin, si le stage est accepté, vous risquez d'avoir des difficultés pour honorer de votre présence à tous les jours. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Dans tous les cas, on va revenir là-dessus encore. On va revenir là-dessus lors des prochaines séances. Et très probablement, le lundi, je serai encore avec vous pour parler d'environnement. Alors, donc, j'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. Et ça sera probablement la première fois que ça dure pas beaucoup. Oui, monsieur Sangaré. Oui, bonsoir encore. Oui, Vraiment, merci, monsieur le formateur. Votre formation, vraiment, c'est de la hauteur. merci. Il y a une école chez nous ici à Bamako. Vraiment, et ils sont en 5 mois, 3 mois de formation, 1 mois de stage et puis 1 mois de préparation des mémoires. Vraiment, j'ai un ami dans cette école-là. Nous, on est vraiment en hauteur par rapport à eux. Lui-même, il m'a confirmé de cela. Donc, il faut que je vous dise ça. Vraiment, votre formation, c'est à la hauteur. Vraiment, c'est à la hauteur. Vraiment, vraiment. Merci. Merci beaucoup, monsieur Sangaré. Merci, merci, Sangaré. Merci. Ah oui, monsieur Koivogi. Oui, vraiment, merci, monsieur Nikam. Moi, je vais rejoindre M. Sangalé, vous remercier parce que avec cet entretien, on est en train d'acquérir de compétences encore avec des renseignements dans le domaine de la recherche d'emploi. Il faut être aguerri de connaissances avant de confronter les interviews. Et c'est que vous êtes en train de nous informer par rapport à ces situations. Je suis très content pour la formation. Et je remercie aussi mes amis qui contribuent de façon positive pour cette formation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Koivogi. Bâtiment Jean-Marc à la main levée. Ok, monsieur, je, je veux comprendre un truc. Si je veux bien comprendre, vous m'avez dit que pour moi qui suis novice, vous allez m'aider à rédiger mon CV. C'est ça, non? Tout à fait. Vous allez essayer de rédiger à partir du modèle que j'ai envoyé et à partir des informations que vous avez reçues ce soir. Essayez vous-même de rédiger et vous me l'envoyez pour voir. Je vais apporter mes observations. Voilà. Ok, mais dans le cadre où j'ai pas d'expérience professionnelle, je ne sais pas comment faire en fait. Essayez de rédiger quelque chose et envoyez. Moi, je vais vous montrer comment mettre vos expériences.
Ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Merci, monsieur Nchima. Merci, Bakimo. Autre question, autre main levée. Apparemment, je ne vois pas de main levée. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et rendez-vous lundi pour une autre session. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, monsieur le Merci, formateur. merci, monsieur. Merci, merci. Merci, merci. Bonne soirée. Et merci, merci. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde.